Le maître d'œuvre. De manière générale, on parle d'architecte lorsqu'on fait référence à la maîtrise d'œuvre. Le recours à un architecte pour la réalisation de bâtiments à usage public est obligatoire. Voilà. Vous voyez ce que je dis. Pour les bâtiments, l'intervention d'un architecte est obligatoire. Il faut qu'il y ait un architecte. Un architecte avec un contrat. Et ce contrat, je vous dis un petit peu sur ce qu'il prévoit, la réglementation, c'est qu'il y ait un seuil de tolérance. Un seuil de tolérance en ce qui concerne les dépenses qu'elle a proposées pour réaliser ce travail. Si elle dépasse une fourchette de 20%, elle est responsable. S'il y a un retard, elle est pénalisée par le maître d'ouvrage. Il ne faut pas qu'il travaille par d'autres personnes qui interviennent sur le chantier et perçoivent une indemnité ou quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'il soit dépendant d'une autre personne que du maître d'ouvrage. Donc, il faut mettre ça pour écarter toute responsabilité. Le domaine de son intervention est encadré par différents textes, notamment la loi du 12-7-1991 relative à l'urbanisme, la loi 12-7-1991 relative à l'urbanisme et les dispositions de l'article 89 du Code des marchés publics du 20 mars 2013, notamment le paragraphe 2 qui prévoit que les prestations architecturales sont conclues sur la base d'un contrat d'architecte qui fixe les clauses administratives, techniques et financières applicables à la prestation à exécuter. Donc, avant de commencer à travailler avec un architecte, il faut qu'il y ait une base juridique. Et la base juridique, c'est ce contrat. Et ce contrat, elle est publié dans l'annexe du décret du 20 mars 2013. Et vous allez trouver beaucoup d'articles. Elle est étoffée. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne circulaire de 1947. La mission des maîtres d'œuvre est décrite à l'article 3 de CCH des travaux. À cet effet, l'architecte se voit attribuer une mission principale qui découle des stipulations contractuelles et une mission accessoire qui résulte de sa formation et de son expérience. Donc, la mission principale découle de quoi? De son contrat. Parce qu'il y a un contrat avec le maître d'ouvrage. Sa mission principale peut être identifiée dans ce contrat. Mais pas seulement ça. Lui aussi, il a une mission accessoire qui découle de quoi? De sa formation en tant qu'homme de l'art. Chaque fois il y a une erreur ou bien un problème qui risque de poser le bon fonctionnement, poser des problèmes pour le bon fonctionnement du marché, il faut qu'il le signale et au maître d'ouvrage et au titulaire du marché. La mission principale comprend essentiellement la conception de l'œuvre, bien sûr, parce qu'il y a un projet. Un avant-projet d'abord. Et là, un avant-projet. Et l'avant-projet, par la suite, il a le projet. Et ce projet, bon, la rémunération, vous allez voir ça, elle est établie en fonction de son intervention. L'assistance du maître d'ouvrage sur les plans administratifs. L'assistance du maître d'ouvrage sur le plan administratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, pour l'obtention des permis de construction, c'est pour voir le cahier de charge établi par l'agence urbaine. Est-ce qu'on peut construire 4 étages, 3 étages, 5 étages, et il y a l'accès à la terrasse, il faut faire ceci. Là aussi, il faut voir la situation du terrain aussi, si c'était un terrain inondable. Et elle a séché avec la sécheresse. Or, avant, il y avait un lac.
c'est à lui d'aller voir si ce terrain-là, constructible ou pas constructible. S'il y avait un terrain, un lac, parce qu'une fois, et ça d'ailleurs, c'est arrivé, on a construit l'université dans le sud du Maroc, et par la suite, avec la pluie, la nappe phréatique, et là, entraîné l'inondation du sous-sol. Eau est entreposée du matériel. Dans ce cas-là, la faute incombe à qui? Le maître d'ouvrage, ce n'est pas son problème. C'est le maître d'œuvre qui devait savoir si la zone est apte pour la construction. Si elle est une zone non édificandi, on ne peut pas construire, ou bien une partie constructible, une partie non édificandi, on ne peut pas construire, c'est à lui de voir tout ça. C'est pour cela que je dis l'assistant du maître d'ouvrage sur le plan administratif, étude, rédication du projet, professionnel, direction, contrôle, surveillance, exécution et technique, calcul et contrôle des ouvrages et béton armé et ainsi de suite. Sans nul doute, la conception de l'ouvrage est le fondement de la mission de l'architecte. Maître d'œuvre. Le maître d'œuvre. C'est un maître. Donc, il faut qu'il assume le poids de ce qualificatif. Cette mission engage la responsabilité de l'architecte en cas de défaut ou de vice de construction. Sur le plan administratif, l'architecte est amené à assister le maître d'ouvrage dans la mise en forme et le dépôt de la demande de permis de construction, ainsi que dans le lancement du marché. À ce niveau, l'architecte se limite à assister le maître d'ouvrage dans l'accomplissement de ses démarches administratives et ne se substitue nullement à lui, et ce conformément à l'article 39 du CCAG. Donc, pour certaines démarches administratives, le permis de construction, dépôt de c'est-à-dire, il l'aide. Mais puisque le maître d'ouvrage est occupé, c'est souvent celui qui prend avec l'aide de quelqu'un de l'administration pour effectuer le dépôt du dossier. Aussi, en vertu de l'article 3 de CCAG, il incombe essentiellement à l'architecte de diriger, de surveiller l'exécution des travaux. Diriger et surveiller. Celui qui dit diriger et surveiller selon les plans qui ont été conçus par lui. Ou bien, il a été conçu par lui et la direction est confiée à une autre personne. Peu importe. Mais la direction est effectuée par lui. La bonne exécution et le bon déroulement, c'est lui qui est chargé. Et bien sûr, il y a une autre personne. Et cette autre personne qui est la personne chargée du suivi du marché, il ne peut pas avoir le même niveau de responsabilité que le maître d'œuvre. Et elle est chargée seulement du suivi du marché, on va le voir. Aussi, en vertu de l'article 3 du CCAG, il incombe essentiellement à l'architecte de diriger et de surveiller l'exode. Cette obligation implique sa présence sur le chantier, faute de quoi le maître d'ouvrage doit sommer l'architecte par une mise en demeure pour manquement à cette obligation. Et c'est pour cela, pour les maîtres d'ouvrage, dès qu'on constate que le maître d'œuvre n'est pas présent, une mise en demeure. Et la mise en demeure signifie quoi? Signifie que par la suite, il ne va pas être payé, même s'il a participé à l'exécution, parce qu'il y a des décomptes. Décompte numéro 1, décompte numéro 2, décompte numéro 3, et on le paye en fonction des travaux réellement exécutés. On a fait le premier décompte, elle était présente. On paye. Décompte numéro 2, absent. Elle présente la facture pour les honoraires. Après le paiement du décompte numéro 2.
Mais s'il y a une mise en demeure, cela signifie qu'il n'a pas été présent. Et s'il n'était pas présent sur le chantier, ça signifie quoi? Que le service fait n'existe pas. Quand on parle de service fait, c'est-à-dire on travaille, on exécute. Service fait. Il n'y a pas de service fait. Quand il y a un service fait, il y a des droits acquis. Quand il n'y a pas de service fait, il n'y a pas de droits acquis. En l'occurrence, le maître d'œuvre, il ne sera pas payé pour le décompte numéro 2, au motif qu'il n'a pas travaillé. Et éventuellement, peut-être qu'elle était malade ou autre chose, bon, il se fait représenter par une autre personne. Le cas échéant, si il perdure cette absence, il faut résilier le contrat avec lui. Le maître d'ouvrage délivre l'ordre de service portant aux vertus du chantier, mais ce document est contresigné par l'architecte, qui, dans le cadre de sa mission de direction, doit communiquer aux entrepreneurs toutes les directives qui portent sur les aspects techniques et architecturaux. C'est une mission qui engage la responsabilité de l'architecte, non seulement au regard de son éventuelle impéritie, au défaut de prévoyance à l'occasion de l'établissement de ses plans, mais encore concernant les négligences et les fautes apportées à la construction réalisée sous sa responsabilité et sous sa surveillance. Elle est là. Mais s'il y a des erreurs, la conception, elle est en bonne et due forme. Mais c'est à lui de dire, attention, voilà, il y a une erreur, il faut refaire ça. Par exemple, le coffrage, je vous donne un exemple, même si je ne suis pas responsable, même si je ne suis pas qualifié. Quand on enlève le coffrage, on trouve parfois le béton qui a coulé, mais il y a des trous. Il ne faut pas combler ce trou-là. Il faut faire appel à l'architecte pour voir si le trou ne peut pas causer des malfaçons par la suite, parce qu'on peut corriger ces vides-là. Parce qu'on utilise un vibreur, et ce vibreur-là pour harmoniser le ciment, pour qu'il soit harmonieux et qu'il n'y ait pas de vide à l'intérieur. Dans ce cas-là, il faut que l'architecte, avant d'enlever ces coffrages, il faut qu'il regarde. Et avec l'ingénieur de béton armé, il conçoit comment combler cette erreur-là. Donc, c'est à lui qui est responsable dans la mesure où tout est réalisé sous sa responsabilité et sous sa surveillance. La mission accessoire réside dans l'obligation d'assistance au maître d'ouvrage. Une mission qui découle du code des devoirs professionnels de l'architecte et qui fait de lui le guide de conseiller et son client. Le maître d'œuvre est donc chargé des missions de conception, de direction et de diriger l'exécution du marché et enfin d'aider le maître d'ouvrage lors de la réception. Il peut ne pas être investi de la totalité des missions, mais en tant que professionnel de la construction, il est soumis à un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre est le responsable et le principal responsable de la conception de l'ouvrage. Il doit s'assurer que l'implantation du projet est viable et ne présente pas des malfaçons ou des problèmes qui risquent l'effondrement à long terme de l'ouvrage ou des fissures. Une insuffisance dans la nature des études de sol, dans la programmation des travaux ou encore des erreurs dans les plans engage sa responsabilité. Un défaut de conception peut se définir comme un défaut ne relevant pas de la mise en œuvre des conditions d'exécution, mais de la nature même de ces conditions. C'est quand la finalité et la fonctionnalité n'est pas atteinte parce que le procédé utilisé ne permettait pas d'arriver à la fonctionnalité ou à la finalité utilisée, attendue. Donc,
sa responsabilité, elle peut naître dès le départ, dès la conception du projet. On peut s'inspirer de la jurisprudence, toujours il faut qu'il y ait de la jurisprudence. En France, à travers l'affaire de société Paris-Rhin, la Cour d'appel administrative a retenu la responsabilité de maîtrise d'œuvre et écarté celle des entreprises au motif que, écoutez bien, les désordres ne sont pas ni imputables aux choix techniques, ni aux matériaux, ni à leur mise en œuvre, mais à une caractéristique envérinante. En l'occurrence, concernant des travaux sur une chaussée, il fallait prendre en compte que de l'eau allait être en contact avec du béton, entraînant la formation du nid de poule. Donc, la conception ici, elle a été effectuée par le maître d'œuvre, l'entreprise, il a effectué le travail comme il l'a fait, mais de constater, parce que c'est ça son rôle, qu'il y a un problème, et ce problème, il est dû non pas à la construction, mais à l'environnement qui entoure la construction. Et c'est au maître d'œuvre de déceler cette erreur. Donc, il faut définir qui est responsable et le pourquoi de la chose. Le maître d'œuvre participe à la préparation du processus financier du marché. À cet effet, il signe les attachements. Éventuellement, pas tout le temps, parce que les attachements, ils sont signés par la personne chargée du suivi du marché, et peut-être éventuellement. Mais, dans tous les cas, l'article 68.1 qui prévoit l'établissement des prix de nouveau et des décomptes mensuels. Donc, il y a l'article 61 qui prévoit la signature des attachements, et il est chargé de l'établissement des prix nouveaux et des décomptes mensuels, l'article 68.1 du CCAG. La responsabilité du maître d'œuvre peut être engagée du fait de mauvaises opérations de vérification des décomptes en signant des situations de travaux ne correspondant pas aux travaux réellement exécutés. Pourquoi? Parce que le paiement ne peut être effectué que ce qui a été réellement exécuté. Et les attachements, si on signe un attachement que réellement n'a pas été exécuté et on le fait payer le maître d'ouvrage, parce que c'est lui qui va mandater, il assume la responsabilité, le maître d'œuvre qui assume la responsabilité. Le maître d'œuvre peut être chargé de la direction de la surveillance des travaux. La notion de surveillance est un peu floue. La surveillance, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu flou. C'est seul le juge qui peut la définir en fonction des problèmes qui surviennent. Néanmoins, il apparaît qu'il soit une sorte de négligence ayant rendu possible l'inexécution. Il arrive que cette notion se confonde avec celle de manquement à l'obligation de conseil. La personne chargée du suivi de l'exécution du marché. Pour la bonne marche de gros travaux, le CCAG prévoit le suivi des travaux par un agent. Donc, à côté de maître d'œuvre, il y a une personne chargée du suivi de l'exécution du marché. Elle n'est pas chargée de la conception, de suivre le bon fonctionnement, c'est selon ce qui a été conçu par le maître d'œuvre, mais pour le suivi, le bon exécution du marché. Est-ce qu'il y a le matériel nécessaire? Est-ce que les matériaux sont des matériaux prévus dans le contrat? Est-ce que les personnes chargées de l'exécution correspondent à ce qui a été prévu par le dossier technique de titulaire du marché, et ainsi de suite. Tout ce qui peut aider à l'exécution et au suivi du travail, le bon fonctionnement. L'article 3 de CCAG définit l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché, toute personne désignée par le maître d'ouvrage pour assurer le suivi de l'exécution du marché. Il faut qu'il notifie le nom de cette personne
au titulaire du marché. C'est-à-dire, au moins, qui est cette personne, ses qualifications, qu'est-ce qu'il va faire, et ainsi de suite. Surveiller les points suivants au bon déroulement des travaux. Le bon, c'est-à-dire, il n'y a pas d'arrêt des travaux. Au respect des règles établies préalablement, notamment les règles de sécurité. Établir un planning de travaux et de faire le respecter. Un planning de travaux qui est fait quoi? Pendant la journée ou pendant la semaine. Fixer les horaires d'intervention du maître d'ouvrage. Et il y a un moment où le maître d'ouvrage peut venir, pas à n'importe quel moment. Prévoir un lien où les ouvriers pourront mettre leurs moyens de transport. Le lieu, il faut prévoir un lieu où on va mettre nos affaires. Prêter attention au sol, au sous-sol et à l'eau. Au sol, s'il y a par exemple des outils qui peuvent gêner, qui peuvent créer des problèmes, qui peuvent créer des accidents. Au sous-sol aussi, le risque de chute. À l'eau, pour éviter l'inondation. Donc tout ce qui touche le chantier, elle est là pour surveiller. C'est ça son rôle. Prêtez attention au sol et au sous-sol. Les routes peuvent être souillées ou abîmées par le passage incessant des engins de chantier. Parce que quand ils passent les engins, et surtout les gros engins, ils peuvent abîmer le sol. Dans ce cas-là, il faut qu'ils interviennent pour éviter des accidents. Les eaux souillées et polluées dues à l'écoulement du fait du nettoyage des différents engins et de pompage. Ils peuvent, parce qu'on va voir que l'environnement, ce critère est présent dans l'exécution des travaux. Et le CCAG est très à cheval sur ce point-là. L'emploi de produits polluants peut s'avérer toxique et sont susceptibles de s'écouler dans le sol ou dans les cours d'eau. Et surtout si on est à côté d'un petit ruisseau ou une zone qui est loin, bien sûr, c'est une zone protégée. On a respecté les distances, mais s'il y a, par exemple, le gasoil ou autre chose, peut abîmer ces ruisseaux, peut abîmer ces conduites d'eau, et ainsi de suite. La surveillance continue des travaux permet d'assurer de façon continue la qualité d'exécution et le respect de toutes les exigences demandées. Le mandat sollicité consiste à faire le suivi des travaux et de faire respecter les plans et devis de l'architecte ainsi que toutes les spécifications de manufacturier ou autres fiches techniques officielles et reconnues de façon à ce que les assemblages répondent aux critères de performance à partir desquels elles ont été conçues. Autrement dit, la personne chargée de suivi, ce n'est pas n'importe quelle personne. Et il faut qu'elle soit une personne du métier. Et ce n'est pas n'importe qui. Pour ce faire, un technicien surveillant est assigné au projet et effectuer une surveillance continue des travaux de pose des matériaux et s'assurera que les travaux de pose soient bien exécutés. Donc, c'est une personne du métier. Lorsqu'il y a litige au chantier, le technicien ou la personne chargée du suivi du marché avise immédiatement le maître d'ouvrage pour que des mesures correctives soient prises le plus rapidement possible. S'ils ont enfreint aux règles de l'environnement, avant que l'erreur dépasse les limites et engage la responsabilité de maître d'ouvrage, il faut qu'elle l'avertisse et que le maître d'ouvrage prenne les mesures nécessaires pour arrêter l'origine de ce désordre. Un rapport sur l'avancement et la qualité des travaux est produit quotidiennement. Un rapport final accompagné de photos est produit à la fin des travaux. Et ça, on le trouve dans le cahier de chantier et il est transmis, comme j'ai dit, chaque jour. Chaque jour, la personne chargée du suivi informe le maître d'ouvrage du déroulement
et, le cas échéant, les difficultés qui surviennent. Seulement quand il y a un problème, mais quand il n'y a rien à signaler, bien sûr, tout ce que l'on voit, rien à signaler, rien à signaler, rien à signaler.